Bonsoir. Vous vous trouvez au-dessus de la principauté. Ce trophée qui veille en quelque sorte sur Monaco, il a une très très vieille histoire. Il faut remonter à l'an 6 avant Jésus-Christ. Je dirais même l'an 7 avant Jésus-Christ, et même peut-être plus encore avant, mais il est vrai que les liens entre Monaco, on ne parle pas encore de la principauté, et le trophée d'Auguste sont très forts. Il y avait à l'époque, dans l'Antiquité, un port à Monaco, le port Hercule, et à cette époque-là, il n'y avait rien à la Turbie, du moins pas de trophée. Et il restait, après la conquête que César avait faite d'une partie des peuples gaulois, quelques peuples gaulois insoumis dans le sud des Alpes, qui contrariaient Rome et qui empêchaient ses projets d'expansion, notamment en termes de commerce vis-à-vis de l'Espagne et du sud de la Gaule. Alors Auguste a réglé ça, a soumis ses 45 derniers peuples, et puis fort de cette pacification, il a pu ouvrir une nouvelle voie terrestre, la Via Julia Augusta, et le Sénat en -7, -6, pour commémorer à la fois la pacification, la victoire d'Auguste et l'ouverture de cette voie, a fait ériger à la Turbie, au-dessus de Monaco et donc de ce port Hercule, qui devait également abriter un temple à Hercule, a fait ériger ce trophée. Mais alors donc il célèbre une victoire ou est-ce aussi un sanctuaire? Les deux sont valables? Alors, c'est pas un sanctuaire, on n'y rend pas de culte, c'est plutôt une commémoration, en effet, et c'est un geste fort, puisqu'on se situe dans un endroit très stratégique, à la limite entre ce qu'on appelle à l'époque la Gaule cisalpine, du côté de Rome, et la Gaule transalpine, de l'autre côté des Alpes. Mais comment expliquer aujourd'hui un tel état de conservation? Et ce trophée, il a vécu et subi une histoire très longue. Donc depuis -7, -6, il a traversé l'Antiquité, il a été entretenu, de même que la voie. Il a été entretenu par l'empereur Adrien, puis par Caracalla. Et c'est à la fin de l'Antiquité que les choses se compliquent, avec notamment les moines de l'abbaye de Lérins, qui s'attaquent à un symbole païen. Donc on commence à le démanteler. On récupère un certain nombre de pierres, et puis au cours du Moyen-Âge, au contraire, on rajoute des pierres, on le fortifie, et ça devient une place forte. Et puis, les choses auraient pu en rester là, mais cette place forte des ducs de Savoie a passablement contrarié Louis XIV. Et en 1705, Louis XIV décide de détruire la place forte et la fait dynamiter. On en voit d'ailleurs un petit peu les dégâts derrière moi. On est sur la partie qui n'a pas subi la plus grosse part de restauration. Au XIXe siècle, on commence à s'y intéresser un petit peu, on pose les premiers actes de recherche, et puis c'est surtout au tout début du XXe siècle où Jean-Camille Formigé, puis son fils, après la Première Guerre mondiale, Jules Formigé, s'emploient à étudier, donc ils font des fouilles, ils essayent de restituer la forme initiale du monument, et puis l'un puis l'autre en reconstruisent une partie. Le père, lui, replace les blocs d'origine à l'endroit dont il les supposait provenir, et le fils, lui, va un petit peu plus loin, il fait même retailler des blocs pour redonner une cohérence à l'ensemble. Alors d'un côté village, on voit un monument qui est quasiment restitué à l'identique, il manque la partie supérieure, il manque la toiture conique, et puis côté mer, on a, et c'était très intéressant aussi de le laisser, on a la partie centrale. C'est un site très prisé, vous avez beaucoup de visiteurs? Oui, c'est un site qui est bien fréquenté, qui a le mérite en plus d'être inscrit dans un parc de 3 hectares, qui offre un merveilleux panorama. On voit la côte depuis l'Italie jusqu'à l'Estérel, et puis à nos pieds, évidemment, la principauté. Oui, au-delà du monument, il y a effectivement un point de vue exceptionnel. Le trophée d'Auguste, ce n'est pas le seul monument historique de la région dont vous avez la responsabilité et qui vaut le détour, J'ai le plaisir et l'honneur de m'occuper de la Villa Kérylos à Beaulieu-sur-Mer, du couvent franciscain de Saorge dans la Roya, où j'étais encore ce matin, et puis d'un ensemble architectural plus proche de nous, dans le temps, plus contemporain, à Roquebrune-Cap-Martin, la Villa E1027 d'Hélène Gray et Jean Badovici, et le site Le Corbusier. Mais voilà, beaucoup d'idées de sortie pour les week-ends, notamment dans la région alentour. Est-ce que les monuments historiques bénéficient aujourd'hui de l'attention qu'ils méritent ? Oui. Oui, tout à fait. De l'attention des pouvoirs publics, bien sûr, et de celle du public, nous nous y employons. Les monuments sont des lieux de vie qu'on anime, dans lesquels on accueille des événements qui sont des événements culturels, mais également des événements artistiques. Et l'objectif, il est évidemment de conserver ces monuments pour les transmettre aux générations futures, mais surtout de les partager dans le présent et de contribuer à l'éducation artistique et culturelle auprès du jeune public qui seront les citoyens de demain.
Est-ce que je peux vous demander en conclusion l'origine de votre prénom, Antide-Vian? Alors, ça n'a rien d'antique ni de grec, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer parfois. En revanche, c'est un prénom ancien qui a été porté parmi les premières fois par un évêque mérovingien qui était originaire de Besançon et qui a été martyrisé au tout début du VIe siècle. Eh bien voilà, merci Antide-Vian, voilà la réponse et merci pour toutes ces explications historiques. Merci beaucoup, très bonne soirée.